Vendredi 22 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Las Vegas 2024, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous pourrez entendre le plus d'informations possibles. Question d'être fin prêt pour votre week-end de course qui se tiendra au Nevada. Vous comprendrez qu'avec la situation, l'horaire que ce Grand Prix-là nous fournit, eh bien, on a fait une petite version un peu abrégée. On est aux petites heures du matin ici au Québec. Donc, j'ai bien hâte d'aller récupérer quelques heures de sommeil avant de commencer ma journée et pouvoir profiter pleinement des séances de qualification qui se dérouleront aussi en pleine nuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, sans plus tarder, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur qui est notre envoyé spécial pour le week-end au circuit de Las Vegas, le circuit de la Strip. Jean-Christophe Tran, champion de F2000. Tu es en direction pour Vegas présentement. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. On est très excités. Ça va être quelque chose d'assez particulier comme expérience, mais excité de pouvoir le relater avec vous. Ben, on a bien hâte d'avoir ce que tu vas être capable de nous procurer comme information là-bas. On veut pas mettre les attentes trop hautes pour nos auditeurs tout de suite, mais on peut peut-être avoir des belles surprises au cours du week-end, du moins on l'espère. Écoute, on va toucher le vif du sujet du Grand Prix qui va avoir lieu. C'est la deuxième édition. On va être capable de parler aussi des séances d'essais libres qui ont eu lieu aux petites heures du matin ici, autant en France qu'ici au Québec. Et avant ça, par exemple, je voulais adresser avec toi quelques sujets d'actualité. Je vais les passer assez vite parce qu'ils ont été discutés, certains ont été discutés de long et en large au cours de la semaine. Bien, il y a le Grand Prix de Formule 1 de Montréal, le Grand Prix du Canada qui va être déplacé à la fin mai. Donc, à compter de 2026. Donc, on va tenir ça maintenant à la troisième ou quatrième semaine de mai. Pour ma part, ben, j'ai été un peu surpris de ça, du fait que l'ancien promoteur du Grand Prix, François Dumontier, ben, avait toujours mentionné que ça prend environ 3 mois de préparation. Et là, si jamais on a un hiver qui persiste, un hiver qui s'accroche, ben, ça pourrait peut-être causer des maux de tête aux gens en charge de monter tous ces gradins-là autour du circuit. Mais pour ta part, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déçu un peu ou qu'on déplace ça ou que pour toi, peu importe à quel moment, tu sais, je sais que tu me mentionnais que tu l'aurais même mis à la fin d'une saison, toi en octobre, toi ça te dérangeait pas, mais début mai, est-ce que c'est quelque chose qui t'as-tu été surpris un peu de tout ça? Euh, ben, surpris du fait que ça se passe là, mais je suis pas très surpris du fait qu'ils le déplacent à la base. Ça fait du sens qu'ils veulent regrouper toutes les courses en Amérique du Nord ensemble et les courses européennes Mhm. ensemble après. D'après moi, c'est un ultimatum qui était donné par Liberty Media disant c'est soit on le fait ou on va juste scraper le Grand Prix. Ouais, On c'est dirait ça. qu'ils tiennent toujours à la laisse, peu importe. D'après moi, c'était un deal qui était pas vraiment refusable si on veut continuer à avoir un Grand Prix. Donc, nous y voilà. Ça va être, d'après moi, très compressé comparé à d'habitude pour une préparation de Grand Prix. Ben, c'est ça. Eux autres, dans le fond, ça va être une course contre la montre, là, c'est le cas de le dire. Ça va être une course sprint avant que les voitures s'emmènent même à Exact. Montréal, là. Moi, pour ma part, c'est plus le côté touristique. Tu sais, j'aime ça, ça lance le début de l'été en espérant qu'avec, peut-être un peu avec les nouvelles saisons qui se bouleversent un peu, peut-être que justement, on va être capable de lancer l'été plus tôt. Le fait d'aller regarder les Grands Prix avec mon manteau, ça me dérange pas, c'est pas ce bout-là. C'est plus le bout pour accueillir des gens à Montréal. Je trouve que Montréal commence à être plus beau en juin. Tu sais, en mai, on a toujours le sel dans les rues, les feuilles qui ont traîné là, encore les restes de calcium, puis toutes ces choses-là qui, je trouve que Ouais. Montréal est pas, ben, ça va être à nous justement de préparer la ville puis de la rendre plus présentable plus tôt dans la saison. C'est sûr qu'en juin, comme je te dis, il y a encore des journées qui sont un peu plus froides, il y a des choses encore, mais il me semble que ça, c'était vraiment le coup d'envoi de l'été. La seule chose, comme je dis, qu'on peut espérer, c'est qu'on lance l'été plus tôt. On a peut-être déjà vu les conséquences de cette annonce-là. Je m'explique pourquoi. Ça en est suivi aussi que ça, c'est par exemple, on va devancer ça d'un an. À partir de 2025, on va avoir une nouvelle course de série, là, une course de soutien qu'on appelle. Eh bien, ça sera la F1 Academy.
qui va se présenter ici en 2025. Donc, c'est une série qui a été inaugurée en 2023, qui met à l'avance, en avant les pilotes de la génération de demain, les pilotes féminines. On a des voitures, dans le fond, qui se ressemblent. On peut dire qu'on prend les carcasses des F4. On a des moteurs 4 cylindres compressés de 1,4 litres. Euh, on développe 174 chevaux à 5500 tours minute. Donc, si on va avoir ça là, comme une nouvelle série, ça vient un peu dans ce que tu disais. On avait un peu peut-être un ultimatum de Liberty Media et en devançant notre Grand Prix, ben, ça nous donne un meilleur pouvoir de négociation peut-être pour attirer des séries et faire venir justement ces séries-là qui vont être capables de venir conjointement au Grand Prix de Miami à la début mai et après ça, garder les voitures ici pour quelques semaines plus tard, à la fin mai, les emmener à Montréal. Donc, on voit là, que déjà à partir de 2025, c'est peut-être ça le début, puis après ça, on va peut être capable d'aller plus loin puis négocier d'autres séries. Penses-tu que c'est directement lié, ça, cette annonce-là, qu'on est capable maintenant d'aller chercher des nouvelles ententes là, avec d'attirer peut-être des meilleurs spectacles avant Grand Prix, là? Ouais, d'après moi, ça devait être conjoint comme décision, là. Ça faisait partie, d'après moi, des raisons pour lesquelles Liberty Media a décidé de faire l'organisation du Grand Prix en tout comme ça. Puis c'est aussi pour ça que on n'a plus de course de sport de Formule 500. Donc, ça a bien duré le temps que ça a duré. Maintenant, on aura un peloton féminin avec les Ferrari Challenge. Donc, des dentistes à la retraite ou des oncologues à la retraite Ouais, et des anciens joueurs de hockey. des jeunes femmes. Aussi, exact. C'est ça. Non, mais On connaît pour la F1 notre Academy, Bergeron, exact. pour la F1 Academy, je pense que c'est intéressant. On voit que le sport féminin est en pleine effervescence un peu partout dans le monde, surtout en Amérique. On le voit avec le hockey et tout ça, qu'on est capable d'emmener ça. Puis rendu là, c'est surtout les voitures qui vont attirer l'attention. C'est sûr que c'est dommage. Toi, c'est sûr que pour le F1600, c'était quelque chose qui nous donnait des spectacles qui vont toujours t'avoir donné des bons souvenirs. Ça veut pas dire que c'est derrière nous, mais pour les gens, c'était quand même une série internationale qu'on apporte, une série qui est tout nouvelle. Donc déjà qu'on soit inscrit au calendrier pour ça, peut-être que la F1 Academy va prendre énormément de popularité vers le temps, puis ça va être un bon placement de les avoir attirés ici. Euh, pour ce qui est des autres sujets, aujourd'hui, c'est tombé, ben, la FIA a rajouté une nouvelle on peut dire, dans le fond, une directive technique, là, on dit, c'est un peu disputé autant du côté des directeurs d'écurie que du côté de la FIA. On dit de nouvelles directives techniques. Il y en a qui disent que c'est modifié. Il y en a qui disent qu'elle était toujours en place, sauf qu'on on vient enlever une zone grise. C'est pour ce qui est finalement des patins, là, ce qui est sous les voitures pour protéger les fonds plats. Donc, on a ces fameuses barres en titanium qui sont là pour absorber les coups. Et c'est aussi un outil pour mesurer si jamais il y a trop d'usure qui s'en va. Donc, aussitôt qu'on est capable de juger que l'usure dépasse 1 millimètre, donc normalement, ces fameuses plaques-là, ces fameux blocs-là ont 10 millimètres, et si on descend en bas du 9 millimètres, comme c'est arrivé la saison dernière au Grand Prix de Austin avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc, ils avaient été disqualifiés. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est notre outil pour prévenir que les pilotes prennent trop de coups à bord des monoplaces. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a qui ont contourné ce règlement-là, qui ont eu peur. On sait qu'avec l'effet de sol, c'est rendu le nerf de la guerre d'être capable d'apporter ces voitures les plus près du sol, être sûr de venir faire une espèce de venir sceller l'air qui se passe à l'arrière et ça vient donner un meilleur appui aérodynamique. Donc, ils sont capables de sceller le dessous de la voiture, puis on vient emprisonner l'air là et ça nous donne un plus gros appui aérodynamique. Donc, à ce moment-là, ce qu'on essaie, les écuries, on a peur d'être disqualifiés, comme on a vu du côté de Ferrari et Mercedes. Donc, on a inventé une espèce d'outil qui vient protéger ce guide-là. Donc, c'est l'outil qui vient s'user et à la fin d'un Grand Prix, ben, on enlève ça et on remet la FIA vient inspecter les patins. Puis là, on dit, ah, ben, les patins sont conformes, ils n'ont pas été usés, mais c'est plutôt un autre morceau qui prenait tout l'usure lors d'un Grand Exact. Prix. Donc là, on a dit, non, non, ça, c'est pas correct. Puis là, s'il y en a que c'est un peu controversé de dire Red Bull a mis la pression de dire ah ben on est pour adopter ce règlement-là l'année prochaine, on devrait le faire tout de suite. La FIA a décidé d'emboîter le pas. Donc bien sûr, Red Bull prend le blanc, on dit ah comment ça Red Bull décide les règlements, c'est quand même la FIA qui est allée de l'avant. Mais moi je pense qu'il faut le voir d'un autre œil aussi. Il y a eu un Grand Prix au Brésil où on a eu deux pilotes des champions du monde, multiples champions du monde, en Fernando Alonso qui a dit qu'il a simplement fini le Grand Prix pour faire plaisir à ces mécanos qui ont travaillé fort, donc pour Mm. respecter leur travail. Et on a eu Lewis Hamilton qui nous a rappelé un peu des déjà vus de Bakou, là. C'est Mercedes, même Toto Wolff, vous vous rappelez la fameuse série Drive to Survive
Christian Horner avait dit à Toto Wolff, change ta voiture parce qu'il disait c'est trop dangereux, les pilotes prennent des coups sur le sol. Donc, on vient d'avoir cet épisode-là. Et là, finalement, on décide d'emboîter le pas et de voir, non, non, vous contournez le règlement. Fait qu'au bout de la ligne, ça devient quand même un outil de sécurité de dire si on n'est plus capable de juger les coups qui est distribué aux pilotes lors d'un Grand Prix, lors des impacts avec le sol, à cause qu'on a inventé ce petit mécanisme-là qui vient un peu fausser notre étude, ben, je trouve que je suis pas contre l'idée qu'on décide d'apporter cette modification-là, même s'il reste que 3 Grands Prix à la saison. Je sais pas de ton côté comment tu vois ça de ton bord. Non, c'est vrai, plutôt mieux tôt que tard, là. C'est pas, comment dire, c'est pas imprévisible, là, dans les choses qui auraient pu sortir avant la fin de la saison. Mhm. Mais c'est plutôt drôle de voir le timing, en fait. Je veux dire, Red Bull, ce championnat est presque emballé. Puis on a un drôle d'écart avec le reste du peloton, avec des résultats plus inconstants surtout pour les meneurs, là. Mais je sais pas exactement c'était quoi la logique de faire ça là, mais au moins c'est fait. C'est Je pas pense mal que juste ça que j'en ai pas mal. C'est c'est pas mal ça. juste ça que j'ai à dire, ouais. Parce que l'avantage pour voir, tu sais, ça a l'air que Ferrari risque d'être l'écurie la plus affectée. Donc, au championnat des constructeurs, Red Bull, il n'y a rien de réglé. On se dit, est-ce qu'on va réussir à aller chercher cet avantage-là, finir deuxième, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Parce que McLaren, supposément, c'est des dires même de Christian Horner, McLaren et Red Bull devraient s'en sortir gagnants de ça. Donc, on n'a pas réussi à écarter notre plus gros rival présentement, ceux qui dominent, ben, qui mènent le championnat des constructeurs McLaren. On n'a pas réussi nécessairement à leur enlever quelque chose. Mais du côté de Mercedes, on est assuré de finir quatrième. Donc, on n'est plus une menace pour personne. Ferrari, ben, on vient peut-être de les écarter avec ça. Mais le fait, comme je ramène le fait de sécurité, qu'on a vu 2 pilotes, puis je sais, c'est des pilotes qui en ont vu d'autres, qui ont pratiquement, tu sais, moi j'ai jamais entendu Fernando Alonso qui parle d'abandonner une course parce qu'il a trop mal. J'ai jamais, Lewis Hamilton, on l'a vu un peu par le passé. C'est sûr que c'était pas le meilleur Grand Prix pour lui, mais il savait commencer dès le vendredi, qu'il disait qu'il avait extrêmement mal dans les coups qu'il a pris. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu l'urgence derrière ça de réagir parce qu'on se rappelle que ça a été mis en place, cette fameuse euh, procédure-là de protection des pilotes, ça a été mis en place après le décès d'Ayrton Senna. Ayrton Senna est pas mort du coup par le tout, c'est juste qu'on a jugé que la voiture trop basse aurait pu euh, avoir nuit à l'impact, avoir amplifié le fait de l'accident et toutes ces choses-là. Donc, on a voulu limiter les risques et empêcher. Dans le fond, on a voulu protéger les écuries contre eux-mêmes. On veut tout aller vite, puis des fois, ben, on est prêt à prendre des petits raccourcis puis à mettre les règles de sécurité de côté. Mais c'est le rôle de la FIA de venir renforcer ça et garder ça pour être sûr que ça soit maintenu. L'autre grosse nouvelle, là, ça vient de sortir il y a quelques instants, là, que ça s'en vient de plus en plus. On voyait que ça se tramait depuis quelques jours. Moi, c'est quelque chose que j'y croyais pas. J'y croyais pas depuis longtemps. Lorsqu'on a tassé Michael Andretti de son propre projet, ben là, j'ai commencé à avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Mais c'est le fait que, à compter de 2026, on pourrait bel et bien avoir une 11e écurie. Mais cette fois-ci, ce serait plutôt du côté de GM. Le nom Andretti ne serait peut-être pas là, ou du moins, il serait un peu plus en recul plutôt qu'au début, on s'attendait à ce que le nom soit mis de l'avant. Mais là, c'est plutôt GM qui va donner ce deuxième souffle à ce projet qui semblait, le rêve américain là, semblait devenir très, très pâle. Il y a eu cette décision-là, là, nous, on vous l'annonçait le 27 septembre, comme quoi qu'on a écarté Michael Andretti de son propre projet. On a plutôt fait la place à un des investisseurs majeurs du groupe Andretti Global, c'est-à-dire Dan Torres. Ce gars-là, c'est un homme d'affaires, c'est un gars qui gère des compagnies d'investissement. Donc lui, sûrement qu'il avait vu qu'on s'en allait dans un cul-de-sac, il a décidé de prendre une autre approche. Michael avait quand même semé beaucoup de controverses. Sa façon de faire avait été questionnée. C'était pas la bonne approche. Du moins, là, on le voit maintenant, on est forcé d'admettre que c'était vraiment pas la bonne approche. Si on réussit à faire débloquer ça en seulement quelques mois, là, on parle de la fin septembre que Torres a pris le contrôle du dossier. Il y a aussi un nouveau président à Liberty Media qui s'en vient dans les prochains mois, donc à la fin de l'année. Ça aussi, ça peut avoir aidé au dossier, mais on dit pour l'instant là, que c'est surtout le fait que GM a décidé de prendre plus de place dans le projet là, que Michael se tasse et avec Liberty Media. Donc, tout ça devrait débloquer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, d'avoir une annonce. C'est quand même 2026, c'est pas la saison prochaine, mais c'est quand même à nos portes. Là, c'est dans tout près 1 an et 1 mois environ. Euh, donc, tout ça, les gros dossiers, là, je ne veux pas m'étirer là-dessus. Je voulais vous donner la nouvelle aujourd'hui, mais la chose qui reste à suivre, la prochaine étape, c'est de trouver un groupe motopropulseur parce que GM ne sera pas prêt en 2026 et c'est pas une bonne décision de
d'arriver prématurément avec un groupe motopropulseur qui n'est pas prêt. Ça va faire mal au nom, ça va faire mal à l'image de la F1, ça va venir affecter la parité, donc on veut pas ça. Donc on veut se concentrer sur vraiment développer notre moteur en 2028 comme c'était le plan initial, mais là on va devoir se tourner vers devenir une écurie cliente. À ce moment-là, on avait déjà une entente préalable qui avait été faite avec Renault. Mais on le sait, Renault se retire en 2026. Donc ça ne sera plus en vigueur. On va être obligé de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et si jamais il n'y a aucune écurie qui veut s'entendre avec le groupe GM, ben à ce moment-là, la FIA a déjà un règlement en place qui va forcer un fournisseur à signer une entente. Donc, normalement, on va aller vers le fournisseur qui a pas qui fournit le moins de moteurs présentement, et ça serait Honda. J'ai hâte de voir comment Lawrence Stroll va recevoir ça. Il y a Audi aussi, parce que Audi va vouloir aider GM fournir un moteur. Donc, ça va jouer entre Audi et Honda, et Lawrence Stroll qui a signé un pack avec eux pour avoir son propre moteur et son écurie. Rapidement, JC, avais-tu quelque chose face à cette nouvelle-là? Je sais que c'est tout nouveau, là. Je te l'ai appris un peu avant qu'on se parle, qu'on rentre en Ouais. communication, là. On savait, en tout cas, on savait que le choix potentiel pour un des gros motopropulseurs pour le 2 ans qu'ils vont avoir en attente du développement de leur propre moteur, on sait que c'est pas Ford, vraiment, Non. c'est sûr et certain. Ben, à moins qu'on réussisse à Je signer une entente. Si on réussit à s'entendre avec quelqu'un, ça va être correct. Mais à ce pense que ça serait moment-là, juste un trop gros conflit d'intérêts, c'est ça. deux De toute équipes façon, c'est pas américaines. logique, là. C'est deux compétiteurs directs, Mhm. là, pas juste là, mais aussi en championnat d'assurance mondiale avec leurs équipes de LM GT3 ou GT3 LM, là, comme on va les appeler. Puis leurs efforts aiment ça aussi, fait que ça serait très, très surprenant. D'après moi, ça serait peut-être plus comme quelque chose comme un Honda, ça serait probablement l'affaire la plus plausible. Mhm. Même si techniquement aussi c'est des rivaux mettons, de marque de voiture, ils ont des modèles compétitifs, mais je pense que ça va un petit peu au-delà des intérêts. Fait que ça serait probablement la meilleure option, mais honnêtement, quand même une drôle de situation. Quand tu arrives en tant qu'équipe manufacturier, tu arrives et que tu pas ton moteur, c'est un peu contre leur grille. Là. Ils sont fait porter la main pour arriver plus tôt que tard. Ouais, C'est quand même, exactement. c'est quand même surprenant. C'est rarement vu. Là. D'habitude, ils attendent de tout mettre leur pion ou tout mettre leur jeune dans le panier puis faire OK, on va commencer tout en même temps. Mais c'est mieux d'avoir un pied dans la porte que d'avoir la porte fermée devant nous. C'est mieux d'avoir des baquets en F1. Puis ça serait quand même intéressant de voir, par exemple, s'ils vont avoir, je dirais, Andretti, peut-être des connexions plus proches avec eux, avec peut-être des pilotes qui auront plus de plus d'intérêt ailleurs qu'aux États-Unis, mais avec maintenant, tu sais, ceux qui ont en IndyCar, admettons, ou même dans d'autres championnats d'endurance. Ça serait quand même intéressant de voir une belle diversité de pilotes qui seraient amenés et avoir une avenue de leur propre académie aussi qui vient chercher des pilotes plus en Amérique qu'en Europe, avec une mentalité différente, une approche différente. Ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, par exemple. Non, c'est sûr que ça apporte. Moi, j'ai jamais été contre le projet en tant que tel, mais moi, ce que je voulais, c'est que l'histoire de dire on fait juste emmener des pilotes, on dit on va juste avoir des pilotes américains. Moi, je suis pas vraiment pour ça. Moi, je suis pour le fait d'avoir les meilleurs possibles. Exact. Si vous êtes capable de trouver deux bons Américains, c'est correct, mais si vous êtes pour amener deux nouveaux, deux Logan Sargent, on n'a pas besoin de ça en F1. Côté Non, exact. Andretti, ben son approche, j'ai jamais aimé de la façon qu'il arrivait, j'ai jamais cru que ça pouvait fonctionner à cause de d'autres exemples Ouais. qu'on a eu, des exemples concrets dans le sport ailleurs, que lorsqu'on fonctionne comme ça marche pas. Puis Ouais. le fait aussi qu'il, C'est un le peu fait, arrivé, excuse-moi, là, ben, comme un taureau dans un magasin de porcelaine. C'est une ben c'est expression traduite, ça, là. ça C'est fonctionne comme, pas. ça arrive pas par la force. C'est Non, pas la manière de faire les choses, c'est évident. puis le fait qu'il voulait s'entêter à payer 250 millions, je pense qu'on s'est tassé de ça, là, ou si on, ça, si c'est encore dans son idée, mais il va falloir Ouais, ouais. réviser ça parce que ça fonctionnait pas non plus. Quand on voit Audi qui a payé 650 pour le même projet. Le fait aussi qu'il se peindait en victime en disant, ah, ben, moi, on veut pas me vendre une équipe. Ben, on a voulu t'en vendre une, mais tu voulais pas payer. Tu trouvais que, 350, on a demandé 350 du côté de Sauber, il trouvait ça c'est trop cher. Puis finalement, il s'est fait un peu avoir parce que tout a explosé. Puis évidemment, toutes les concessions, pas juste en F1, les concessions partout ont explosé. Ben ça, c'est ce qui conclut notre actualité pour aujourd'hui. On peut tout de suite passer au week-end de course qui débutait cette nuit à Las Vegas, au Nevada. Et c'est aujourd'hui que débutait le troisième rendez-vous de la saison 2024 aux États-Unis, le deuxième de l'histoire sur ce tracé.
qui emprunte la célèbre strip de Vegas. La célèbre strip de Vegas qui est reconnue non seulement pour le gambling, mais aussi pour ses 12 millions de lumières. Et ce tracé qui est, on peut dire, on s'est habitué, on l'a adopté. Ça a été un très bon Grand Prix la saison dernière. Mais il y a aussi cette vue là, qu'on tourne autour de la fameuse sphère. Pour les gens qui n'ont peut-être pas vu ces images de ce premier Grand Prix-là, mais c'est cette fameuse boule là, qui a été conçue et inaugurée il y a quelques années de ça, au coût de 2,3 milliards plutôt. C'est un projet qu'on avait estimé aux alentours de 1,4 milliard. Finalement, il y a eu des extras. On a dépassé les coûts, puis c'est arrivé à 2,3 milliards, mais c'est magnifique et ça vient vraiment donner un autre, c'est ça, une autre dimension à un Grand Prix d'F1. On a Jean-Christophe avec nous, on le mentionnait en début d'épisode que tu vas avoir la chance de voir ça de près, tu vas avoir la chance de voir la sphère, tu vas avoir la chance de vivre le Grand Prix. Tu penses quoi là, de ce circuit-là d'une longueur de 6,196 kilomètres? On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, 17 virages, des vitesses maximales qui peuvent atteindre jusqu'à 300 kilomètres à l'heure et deux zones DRS. Au début, quand on avait vu le tracé, je pense que c'était comme tout le monde, le fameux cochon à l'envers, là, ou cochon Ouais. inversé. On se demandait un peu ce que ça allait donner, mais as-tu été convaincu par la première édition? Moi, oui, honnêtement, je trouve que ça avait été vraiment une bonne course du début à la fin, malgré, encore une fois, une dominance de Verstappen, si je me trompe pas, là. Donc, si on suit la tendance, ça va être encore un autre très, très bon Grand Prix. Pas celle de l'année dernière, mais celle des dernières courses qu'on a eues. Puis drôlement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon circuit qui se prêtait bien aux batailles. C'est une séquence de virages quand même intéressante pour ce qu'ils ont pu faire avec les limitations du fait que c'est un circuit de ville puis c'est à Vegas. Mais honnêtement, je trouvais que c'était vraiment un circuit intéressant, qui avait quand même une belle diversité pour un circuit de ville, plus intéressant que les circuits comme les Jeddah là, ou les circuits de ville plus récents là, qu'on a eu en F1. Et ça a vraiment fait une bonne course l'année prochaine. De tout augure, ça va être la même chose. Puis je trouve que pour certaines personnes, le facteur spécial d'avoir une course sur littéralement la Las Vegas Strip est un peu parti rapidement. Et moi, je trouve ça encore très spécial. Puis je pense que je vais encore redoubler d'excitation quand je vais être arrivé là-bas en personne. Puis je vais être dans mon hôtel. Puis je vais pouvoir regarder à travers ma chambre littéralement la piste. Ça va être quelque chose qui va être qui va difficilement pas passer inaperçu là, Mhm. dans mes faits forts du week-end. Puis non, c'est ça, ça va être vraiment très spécial. Puis j'aurais pu le dire même si je n'avais pas été là. Ben, je pense que ça nous a donné une leçon qu'on voit souvent. Tu sais, moi, un de mes grands prix préférés, pas pour son ambiance et tout, mais le tracé qui est très simple, c'est celui d'Autriche, le Red Bull Ring. Puis Hmm. ça vient nous donner encore la leçon de dire, faut pas se fier au dessin quand on le voit, parce qu'il y a des circuits qui sont très simples. On a eu une conversation il y a quelques semaines, il y a environ 2 semaines sur le Grand Prix du Brésil, Interlagos. Tu me dis à quel point que quand tu le regardes, c'est pas très complexe comme tracé, mais finalement, ça donne des bons Grands Prix, ça donne toujours des bonnes courses, des bonnes bagarres. Donc, Vegas, c'est juste la première édition. L'échantillon est encore trop petit, mais tout ce qui entoure ça, même si c'est un peu plus dilué cette année, on voit que la vente des billets, on a un peu trop abusé. On a voulu aller dans les gros prix. Ça a été un peu plus compliqué. J'ai hâte de voir les résultats au bout de ça. Je pense qu'on va réussir à faire un bel événement pareil, puis que ça va être une réussite. Sauf que va falloir regarder d'autres choses. Je pense que juste construire des grands prix avec des personnes VIP puis des personnes très du monde huppé puis des gens qui viennent de Hollywood puis ces choses-là, c'est correct, mais il faut pas oublier que pour réussir des événements comme ça prend encore des partisans. Il faut laisser des accès aux fans de F1. Lorsqu'on veut Ouais. vendre des billets au-dessus de 1 000 $ avec des bouteilles de champagne inclus avec des affaires comme ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Il faut pas perdre le côté partisan. Il faut garder les estrades populaires pour justement capturer cette ambiance-là. C'est pareil dans tous les sports, je le mentionne depuis le début, là. Il y a beaucoup de comparatifs non plus. Oui, c'est de la F1, c'est de la course automobile, mais c'est la même chose quand on regarde des matchs de hockey. Si on commence à trop monter le prix des billets, puis on donne accès à une autre classe de gens et le côté partisan vient se diluer, puis on n'a plus l'ambiance, on capture plus l'événement autant que les vrais mordus du sport. On donne accès à des gens justement qui ont les moyens d'être là, mais qui se foutent un peu de ce qui se passe dans l'action. Et tu vas pouvoir nous donner un meilleur compte-rendu de ça, tu vas le vivre toi-même, voir si c'est sûr que tu pourras pas faire une comparaison avec l'année dernière, mais tu vas être capable quand même de nous voir l'ambiance si tu as vu vraiment le côté partisan ou simplement le côté j'ai de l'argent, donc je me paye ça, mais je comprends pas trop ce que je m'en vais voir. On va être capable de vraiment tracer voir la comparaison avec ça.
Pour ce week-end-là, eh bien, oui, le tracé, je le disais, il apparaît simple, mais c'est très rapide et j'aime le fait que ça se vend bien à la télévision. Si tu te rappelles l'année dernière un peu, oui, Jeddah, on le voit qu'il y a énormément de vitesse, mais ça a été pareil à Vegas. La vitesse est vraiment capturée par les caméras, ce qui est pas toujours facile à faire. Il y a certains grands prix où on a l'impression que les voitures vont pas très vite. Nous, on le sait parce que on regarde ça depuis longtemps et on est capable de savoir, mais pour le commun des mortels qui change le poste, qui arrive là, dit, ah, ils n'ont pas l'air d'aller vite, c'est pas si intéressant que ça. Mais à Vegas, c'est tout le contraire. On est vraiment capable de voir ces vitesses-là hallucinantes. Puis on l'a même vu là, des gens qui prenaient des vidéos sur place. Les voitures, c'est vraiment un des circuits les plus rapides. Si c'est pas le plus rapide là, qu'on voit sur les vitesses moyennes. Je le disais, des vitesses de 300 km/h. Euh, pour la suite, les améliorations pour le Grand Prix, oui, on approche la fin de la saison. Souvent, ce que ça nous donne droit, c'est que les équipes vont peut-être ralentir un peu sur les améliorations, mais ce qu'on apporte, c'est quelque chose qui nous sert à bâtir pour l'an prochain. Et cette année, ben, Mm. ça en fait pas exception. Beaucoup d'écuries ont apporté, ceux qui se battent pour le championnat, peut-être un peu moins, mais beaucoup d'écuries ont apporté des choses pour voir est-ce qu'on prend la bonne direction pour 2025. Donc, on apporte des petites modifications, puis on dit si on aime ça, ben, on continue de bâtir là-dessus. Si ça fonctionne pas, ben, on gâche un peu l'idée, puis on recommence à zéro. Donc, du côté de Ferrari, ben oui, on se bat pour le championnat, donc on a apporté une modification au plancher. Du côté de Red Bull, même chose. Configuration du plancher, c'est une évolution de ce qu'on a commencé à changer un peu la direction de la RB20 avec lesquelles on avait des problèmes. On a aussi apporté les mêmes modifications que Perez. On a rattrapé parce que Perez, au cours du dernier Grand Prix au Brésil, il n'avait pas nécessairement les mêmes modifications que Verstappen. Ça n'a pas trop paru parce que dans la pluie, c'est pas aussi flagrant lorsque la voiture est différente. Ça vient un peu niveler le peloton. Du côté de Alpine, ben, on a changé les conduits d'aération pour les freins. Donc, on sait, là, on le mentionne souvent au podcast à quel point que ces fameux conduits-là qui servent à refroidir les freins, ça vient un peu être perturbant dans l'aérodynamisme. Donc, on a essayé de modifier ça, les rapetisser un petit peu plus. Puis le fait qu'on est à Vegas aussi, on va en parler un peu plus tard, les températures vont être assez froides. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir ces gros conduits-là lorsqu'on est dans les places un peu plus chaudes. Du côté de Racing Bull, c'est intéressant. Petite sœur de Red Bull, on adopte la suspension de la RB20. Donc, la voiture présentement 2024, la suspension arrière qu'on a sur la RB20, on vient de la transférer, puis on vient d'adopter ça pour ce week-end. Ça va être intéressant de voir. Donc, suspension arrière sur la Racing Bulls est la même que la Red Bull présentement que celle que Max Verstappen et Sergio Perez utilisent. Du côté de Stack Sauber, ben, on a un nouveau plancher. C'est un test pour l'an prochain, voir si on prend une bonne direction. On veut pas trop se faire de mal. Nous autres, de toute façon, ça a vraiment pas bien été de leur côté. Et As, eux autres aussi, on modifie un peu l'entrée, ben, le plancher arrière pour aider un peu l'aérodynamisme, le soutien de la voiture. C'est Hamilton qui a été le plus rapide dans la première séance, qui est un peu moins représentative puisque on n'a pas encore ces fameuses températures-là qui descendent. Mais dans la deuxième, ben, on est forcé d'admettre que Hamilton et Mercedes se relèvent d'un week-end très difficile. Ben, difficile d'un côté du garage. C'est Hamilton qui a pris le plus dur du coup. Pour Russell, ça avait quand même bien été au Brésil. Mais là, on semble être de retour. Faut garder en perspective que lorsqu'il fait plus froid, lorsqu'on arrive dans des températures qui sont plus basses, Mercedes a tendance à mieux performer. Donc, on a des problèmes avec la chaleur, mais pas avec ces températures plus froides-là. On le voit dans cette saison où on a performé, ben, les deux victoires d'Hamilton à Silverstone et à Spa-Francorchamps. Donc, deux endroits où ce qui faisait pas nécessairement chaud. Donc, ça va être intéressant de voir si c'est vraiment une donnée importante ou c'est vraiment Mercedes qui est de retour ou c'est juste que la température est plus propice à eux. Parce qu'on à toutes les fois qu'on pense qu'on s'est retrouvé du côté des flèches d'argent, il y a toujours quelque chose qui vient faire que dans le fond, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On pense qu'on a compris notre voiture, finalement on se retourne et on la comprend pas. Brésil, c'était un peu une image de ça, de dire tu as un pilote à l'avant qui va bien, puis tu en as un autre qui comprend pas sa voiture à l'arrière. Donc on n'est pas capable de vraiment tout mettre ça ensemble. Donc si on est capable de rééchapper, d'avoir un bon week-end, puis essayer peut-être d'aller chercher des informations là-dessus et construire, ça pourrait être intéressant pour eux. Je te mentionne les températures. Deuxième séance de Célib faisait 11 degrés. Fait que oui, tu t'en vas dans le Mm. désert, Jean-Christophe, mais j'espère que tu as emmené un bon manteau. Puis pour la qualification et la course, on dit que ça devrait débuter aux alentours de 9 degrés et chuter tout au long des qualifications et du Grand Prix. Donc, tu vas être parti du Québec, mais tu vas quand même te rappeler de nous autres un petit peu. Là. Tu n'auras pas le temps de nous oublier parce que les températures vont te rappeler d'où tu viens. Exact. Non, c'est vraiment des températures d'automne québécoises, là. Donc, t-shirt en journée, puis veste et
pull en En soirée. soirée, ouais. Puis t'ajoutes des couches. Plus que les demi-heures avancent, puis le temps avance, Exact. t'ajoutes des couches. Finalement, tu finis avec Exact. ta Non, je tuque. vais tout avoir ça avec moi, exactement. Ouais. Mais Fait c'est un que, problème. mais ça va être Ouais. drôle en tabarnouche d'avoir ce changement de température-là. Puis comme tu dis exactement, les Mercedes ont l'air de bien en profiter. Fait que, honnêtement, j'ai bien hâte de voir sur une plus longue période de temps avec la FP3, la qualif, après ça, la course. Est-ce qu'ils vont garder cette tendance-là ou c'est encore une fois juste un coup de dé qui ont encore une bonne voiture pour ce week-end-là? Ça serait vraiment intéressant à voir. Ouais, puis tu vas bien de le mentionner parce qu'ils nous ont montré des vendredis aussi où on a vraiment l'impression qu'ils sont compétitifs. Finalement, il arrive quelque chose, puis ils sont sixième et septième, ils retrouvent leur place lorsqu'on arrive, lorsque ça Ouais, compte. Donc, tu ouais, sais, ouais, là, ouais. t'es pas étranger à ça, là, que le niveau de carburant, mais c'est toujours dur de l'évaluer dans des séances d'essai libre. Sauf que quand même, les performances semblaient là quand on regarde les différences avec les autres temps. Pirelli apporte les gommes les plus molles, on ne sait pourquoi. C'est un circuit où on le disait, il fait tellement froid on veut être capable d'amollir ces gommes-là. Ça va être vraiment le nerf de la guerre qui va être capable de faire chauffer ces gommes. Du côté de Ferrari, on a trouvé une nouvelle formule. Si vous n'avez pas eu la chance de lire ça, on l'a mis cette semaine sur le F1 podcast qui expliquait que du côté de Ferrari, on a une nouvelle formule mathématique qui nous permet d'avoir de décider les bons réglages à adopter et comment monter les gommes en température pour être capable de les apporter dans leur meilleure fenêtre, mais la fenêtre optimale pour être capable d'en extraire les performances. Ça va être intéressant de voir si au cours du week-end, vraiment, notre méthode fonctionne, bien, on devrait être capable d'avoir un avantage parce qu'aussitôt qu'on va être, c'est l'écurie qui va être en mesure d'aller chercher la chaleur dans ses pneus avant les autres, ben, risque de probablement d'aller chercher la pole position, mais risque aussi de mieux performer en course. Parce que lorsqu'on n'a pas la bonne température dans nos pneus, ben, on a tendance à glisser. Si on glisse, ben, on vient user les pneus plus rapidement. Donc, à ce moment-là, c'est pas la meilleure chose. L'autre chose à surveiller aussi, c'est que la Papaya Rules est de retour. Donc, Oscar Piastri a déjà fait savoir ses intentions. Lui dit, moi, je suis là pour gagner. J'ai le championnat maintenant, il est pratiquement fini. Il y a quelques petites situations où je pourrais décider de laisser une chance à mon coéquipier, mais sinon, moi, je suis là pour gagner, donc c'est un peu fini. Puis il est bien content que ça soit réglé. Ça, on pourra en parler un peu plus de façon plus approfondie dans des prochains épisodes. On l'a adressé un peu cette semaine aussi, là, comme quoi que c'était évident qu'on allait sûrement mettre le retour de ce règlement-là, où ce que les deux pilotes peuvent se faire compétition et se disputer les points. Je te donne un peu le classement aujourd'hui, si tu le permets, là, de où ce qu'on en est. Bien, Hamilton premier, Russell deuxième, Norris troisième, Leclerc quatrième, cinquième pour Verstappen. Ensuite, sixième pour Sainz. Excuse-moi, je suis pas du tout Ouais. dans le bon. Ça, c'est dans la première séance de libre que je voulais vous donner un peu où ce qu'on en était. Mais dans la deuxième séance, oubliez les Red Bull. Les Red Bull ne sont pas présents, sont rendus 17e et 19e, si je ne m'abuse, parce on n'a pas été faire des tests avec les gommes Town. Donc, à ce moment-là, c'est pas ce qu'on a eu. Mais c'est très semblable pour le début. Donc, Hamilton est premier, Norris deuxième, Russell troisième, Sainz quatrième, cinquième pour Leclerc, sixième pour Gasly. On voit que les Alpines continuent possiblement de bien construire sur l'élan qu'on a développé au cours des dernières semaines. Septième pour Magnussen, huitième pour Piastri, neuvième pour Hülkenberg, dixième pour Tsunoda, onzième pour Bottas, douzième pour Ocon, treizième pour Stroll, quatorzième pour Alonso, quinzième pour Lawson, seizième pour Joe, dix-septième pour Verstappen, on disait, et comme Town, on les a pas essayés, on a seulement été en médium, dix-huitième pour Colapinto, dix-neuvième pour Perez et vingtième pour Albon. Albon a eu des problèmes avec avec l'approvisionnement de carburant. Donc, on est obligé de modifier ça du côté de Williams. Donc, on n'a pas pu vraiment faire des séances complètes. Williams, je voulais en parler parce qu'on a réussi à faire tout un travail. On n'était même pas certain d'être capable d'apporter deux voitures à Las Vegas. On n'était même pas certain d'être capable de terminer la saison avec deux voitures puisqu'on a eu des week-ends très difficiles, beaucoup d'accidents. On dit qu'on a frôlé, même on a dépassé les plusieurs millions de dollars, puis on s'est quasiment rendu dans les dizaines de millions de dollars avec le nombre d'accidents qu'on a eu. Donc, on a dû travailler pendant les 2 semaines à produire des pièces de rechange, mais on était en mesure de faire deux voitures et d'être capable d'avoir les mêmes spécifications qu'on avait au Brésil. Donc, on n'a pas de retard, on n'est pas été obligé d'aller dans des anciennes générations. On a vraiment été capable de retourner où ce qu'on en était rendu. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour Williams. Puis, on a des pièces de rechange. Donc, on n'est pas obligé de demander aux pilotes de faire attention. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour le championnat, des bonnes nouvelles pour les amateurs.
Puis les bonnes nouvelles, bien sûr, pour Williams, qui sont encore en train de se disputer des points importants. On le mentionne souvent, c'est 9 à 10 millions par position au championnat. Donc, si les écuries sont capables de gagner des points dans les 3 derniers Grands Prix, ben, il y a beaucoup de dollars, là. Présentement, on peut dire, là, c'est la course à l'argent maintenant. C'est des grosses, grosses sommes qui sont en jeu à chaque Grand Prix. Donc, ça vient ajouter énormément d'intérêt. Euh, tu t'en vas là-bas, tu vas vivre un événement incroyable, je suis certain de ça. Tu vas vivre des moments, tu vas nous ramener des bons souvenirs. Je te demande quand même ta prédiction pour le week-end. Je sais que c'est peut-être pas évident, donc pour la pole demain, est-ce que tu vois les Ferrari sortir fort, puisqu'on le dit, l'année passée, ça avait bien été pour eux? Est-ce que tu vois Lando Norris ou tu penses que les Mercedes vont être capables de construire sur ce qu'ils ont vécu aujourd'hui? Euh, D'après moi, ça va vraiment se jouer. C'est drôle, hein? J'ai jamais le réflexe de mettre Verstappen à l'écart. J'ai Ouais. Je toujours, pense que c'est un bon réflexe. c'est exact. On apprend du passé, Mhm. puis peu importe, je dirais, le momentum, s'il a le vent dans les voiles ou pas avec le développement de la voiture, il va toujours, on dirait, trouver le temps alors qu'il n'en a pas et que son coéquipier est vraisemblablement incapable de faire la même chose que lui. Mhm. Donc, il est capable de faire des choses un petit peu improbables. Est-ce que ça serait possible encore ce week-end? Moi, je mettrais mon argent là-dessus. Et aussi, McLaren, par exemple, je ne serais pas surpris non plus d'une belle performance de Piastri en Mhm. qualification, si même pas la pole. Ça serait un beau retournement de situation pour lui, là, qui a dû un petit peu prendre les rangs là, en arrière de Lando, essayer de maximiser les points alors que Lando pas capable de prendre plus de pression qu'il n'en avait. Et maintenant, un petit peu, comme tu dis, ramener au Papaya Rose, il y a un petit peu plus d'individualité maintenant dans son pilotage. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir. Moi, ça serait une McLaren, une Red Bull, vraiment, ça serait dans mon monde de possibilités. Là, puis, je sais pas le voir en personne. C'est exact. T'as bien raison. Ça va être pas cool. Ouais, ben écoute, je suis pareil avec toi, là, j'ai beaucoup de difficultés à compter pour battre Max Verstappen. Puis si c'était pas frais dans notre mémoire, puis on était porté à vouloir le faire, ben il nous l'a rappelé là, il y a 2 semaines, en partant de la 17e place, que c'était accessible pour lui. Je ne vois pas nécessairement les Exact. signer la pause. Ça semblait pas facile aujourd'hui. La voiture semblait un peu imprévisible, dure à contrôler, mais il est très bon pour trouver des réglages. Je suis certain qu'ils vont travailler très fort. Il va aller dans son simulateur qu'il transporte avec lui partout. Il va aller trouver des solutions à Hmm. ça. Donc demain, il risque d'être en compétition pour être à l'avant de la grille. Ferrari, je pense que Charles Leclerc va trouver les moyens de faire aller sa voiture. C'est probablement lui qui va signer la pole position. Rien contre les Mercedes, c'est pas un manque de respect envers eux, sauf que trop souvent, on les a vus être dominants le vendredi, penser qu'ils sont très bons finalement. C'est une toute autre histoire le Ouais. samedi. Donc, On les voit dans le top 5, mais je ne mettrais pas encore une fois ben mon exactement. argent sur une continuation de leur bon momentum là, de début week-end. Je serais pas, il va savoir me jeter par terre s'ils sont capables d'être là, parce que s'il y a un circuit qui est quand même fait sur mesure pour que Lewis Hamilton puisse bien performer, ou si Lewis nous a habitués par le passé, après un week-end difficile, il veut se racheter, c'est sûr, c'est, c'est une signification des bons pilotes. Les bons pilotes font ça. Et après une mauvaise performance ou une performance qui n'est pas à leur hauteur, ben, ils sont au courant qu'ils doivent en donner plus. Donc, ça, je suis certain de son côté, mais encore là, est-ce qu'il va être capable? Ben, ça reste à voir. Si c'est eux qui réussissent à avoir la pole, je serais pas jeté par terre, sauf que je suis pas prêt à m'aventurer à les considérer comme étant vraiment des prétendants à remporter la course. Mais on peut toujours être surpris. C'est ça qui est intéressant cette année. Il y a une très belle parité. Et puis on peut se tromper plus souvent qu'autrement dans nos prédictions. Mais je prévois encore une bagarre entre Verstappen et Norris. Verstappen a seulement à finir devant Norris pour être sacré champion du monde une 4e fois. Ou sinon, ben Norris doit absolument éviter d'avoir un écart plus haut que 3 points. Si Verstappen sort du Nevada avec 60 points d'écart, eh bien, il sera consacré champion du monde pour une 4e fois. Écoute, Jean-Christophe, il nous reste à peine une minute, donc je voulais te souhaiter un super bon week-end de course. Je sais que tu vas vivre des émotions et j'ai bien hâte que tu nous les fasses vivre aussi. Bien sûr, tu vas être là la Mhm. semaine prochaine pour nous en parler. On va se parler tout au long du week-end. Tu vas être capable de nous fournir du matériel que je vais être capable de partager avec nos auditeurs. Donc, merci encore une fois de te sacrifier et d'aller là-bas pour nous. Je sais que ça n'a pas été facile Ah oui. de subir ce sacrifice-là, mais je t'en suis très reconnaissant et j'ai très hâte de vivre ça à travers tes yeux à toi et tes commentaires. Donc, merci encore et je te souhaite un excellent week-end.
Ben oui, encore une fois, j'ai bien hâte de pouvoir partager ça avec moi le plus que, partager ça avec vous le plus que je peux. Puis je vais essayer. Je suis quand même entouré de personnes qui sont pas pire calées côté visionnage de personnes dans le domaine de la F1. Donc, je suis assez chanceux pour vous partager le plus que je peux. Puis ça va être le cas ce week-end, c'est sûr à 100%. Bien hâte de voir tes photos et tes vidéos, puis de partager ça avec nos auditeurs du F1 Podcast. Profite de ton week-end, puis on se reparle très bientôt. Ben oui, toi aussi, Marty. À plus. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 22 novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec le retour sur le Grand Prix de Las Vegas. D'ici là, je vous invite à nous suivre et à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à discuter avec nous tout au long du week-end. Et vous pourrez aussi rester informés, ainsi nous fournir vos prédictions pour le Grand Prix de dimanche. Je vous invite aussi à nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.